Que signifie pour vous le mot vacances? Quel rêve évoque-t-il? L'arrêt complet du travail. Pour moi, c'est une évasion, quelque chose qui rompt avec la monotonie. Nous partons en Espagne, comme d'habitude. Enfin, les vacances avec un grand V, comme on les voit habituellement, quoi. Le touriste veut tout voir, tout savoir. Ça ne nous aura pas échappé, nous n'avons jamais autant voyagé. Et il est de taille, le tourisme est à lui seul responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Nous montrons ce que tous les étrangers s'attendent à voir. Des riverains excédés, des visiteurs mécontents et des écosystèmes de plus en plus fragilisés. On entend parler de tourisme durable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce tourisme-là, c'est pas drôle, c'est contraignant. Faut aller à l'autre bout du monde, c'est cher, on s'ennuie. Avec les toilettes sèches à 300 mètres et un filet d'eau sous la douche, non merci. Comment sauver nos vacances sans ruiner la planète? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Verre à moitié plein, le podcast du tourisme durable. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver en compagnie de Louise Ebel, la créatrice de contenu qui se prend pour Stéphane Bern avec les looks d'Ariel Dombal comme elle se décrit si bien. Depuis 2009, Louise partage son amour pour la culture avec sa communauté de 80 000 abonnés, passant de l'ère des blogs à celle d'Instagram. Elle raconte l'art et son histoire, ses découvertes touristiques, architecturales, sans oublier l'Italie qui représente une catégorie à part entière pour elle. Ensemble, nous discutons des coulisses du métier d'influenceur et de l'entrée de la culture dans ce domaine. Nous parlons de l'Italie, de Paris et de la mal-aimée Côte d'Azur. Nous parlons des musées méconnus et de l'art d'aller à contre-courant des codes Instagram. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'épisode maintenant. J'allais dire bienvenue, mais... Bon, pardon. Ça marche aussi. Pour commencer, donc voilà, je t'ai déjà présenté assez succinctement en introduction du podcast, mais est-ce que toi tu peux te présenter à ton tour et nous expliquer un petit peu ton parcours pour qu'on comprenne ce qui t'a amené à devenir la Stéphane Bern avec les looks d'Ariel Dombal comme tu te présentes sur Instagram? Alors, moi j'ai étudié l'histoire de l'art à la base et j'avais un blog que j'ai ouvert, je crois en 2008 ou 2009. C'était à l'époque du début des blogs. C'est un blog qui marchait très bien à l'époque. Moi j'étais toute jeune, j'étais étudiante. Je parlais déjà un peu d'art et de musée, mais c'est pas ce que les gens cherchaient chez moi totalement. Je pense que... Et surtout que j'avais pas du tout de rapport avec les musées et les institutions à l'époque parce que en fait, ils en avaient tout simplement... ils n'avaient pas du tout d'intérêt pour le digital et ils ne nous prenaient pas du tout au sérieux. C'était pas les mêmes générations aussi derrière. Par la force des choses, le blog s'est orienté vers quelque chose qui était plus, peut-être mode, lifestyle. Et j'ai continué ensuite sur Instagram, mais ça me plaisait beaucoup moins. Mais je me disais que voilà, c'était une façon de gagner ma vie plutôt agréable tout en poursuivant mes études et en écrivant à côté des livres. Donc j'en écris un pour le moment. Et puis voilà, puis finalement, la culture a fini par arriver sur les réseaux et c'est là que j'en suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui. Et est-ce que tu sais d'où elle te vient cette passion pour la culture, l'histoire de l'art, et puis surtout l'envie de la partager? Oh, je sais pas trop, j'ai toujours été curieuse depuis que je suis petite. J'aimais beaucoup l'Égypte, le XVIIIe siècle, Versailles, comme tous les gamins hein, d'ailleurs, mais sauf que moi je suis restée comme ça dans cette optique. D'ailleurs, ça a été un grand drame pour moi d'arriver au collège et de me rendre compte qu'en fait, il y avait rien de plus ridicule à l'époque, de plus uncool qu'être intello. Heureusement, me suis reconstruite par derrière, mais le formatage, il peut briser pas mal de gamins curieux, en fait. C'est assez dommage, le nivellement par le bas qu'on a au collège où, en fait, faut juste être populaire de manière pas très intéressante. J'étais dans le même cas au collège et au lycée. Ouais, et franchement, j'ai vraiment beaucoup de colère contre cette époque. Pas pour moi, mais pour ce que ça fait à tous les ados. Il y a qu'à voir aujourd'hui. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais c'est vraiment... et c'est pas... Enfin, la différence à cette époque, elle est tellement mal acceptée. Et justement, je voulais te demander, t'es devenue créatrice de contenu à une époque où le mot n'existait même pas. T'as un petit peu créé ton propre métier. 2009, 2010, c'est très très tôt dans l'ère
de l'influence, de la création de contenu. Et du coup, je me demandais, quel métier tu voulais faire quand t'étais enfant, ado? Je voulais faire égyptologue. Ok, pas mal. J'ai pas mal de copines d'ailleurs qui voulaient faire la même chose, donc au final, on se sera trouvés. Et donc, tu te décris aussi comme... donc, tu es une créatrice de contenu culture et tu te décris comme une insatiable de découvertes artistiques, culturelles et touristiques. Nous, ici, on est un podcast tourisme durable plus particulièrement. Alors, ça m'a intéressé de savoir aussi quel était ton rapport au tourisme et plus particulièrement ton rapport au tourisme durable. Mon rapport au tourisme, comme toute personne, j'aime bien voyager. Mais ce qui m'a toujours attiré le plus dans le voyage, c'est évidemment la partie culturelle. Découvrir des monuments, rentrer dans l'histoire d'un pays et puis défricher, surtout défricher des lieux qui sont moins connus, qui sont parfois plus authentiques dans certaines villes, parce que le tourisme aussi peut avoir un petit côté Disneyland. Et moi, c'est ça qui me passionne, c'est pouvoir voir le plus d'endroits ancestraux. Et je pense que en fait, c'est forcément compatible avec un caractère durable parce que du coup, ça veut dire qu'on s'écarte du côté consommation pour aller vraiment dans une découverte, une expérience qui n'est pas là pour dire voilà, j'ai fait ça. D'ailleurs, moi, j'aime pas cette expression de dire j'ai fait Rome, j'ai fait la Grèce. Non, en fait, on fait pas les villes. Tu as été. Mais cette approche de dire j'ai fait, elle est très consumériste. La partie culturelle, elle fait partie intégrante du coup des 3 piliers du tourisme durable parce que forcément le but c'est de préserver aussi ces lieux, la mise en valeur de l'histoire, du patrimoine. Donc c'est très important aussi. Et si je te disais tourisme de demain, à quoi tu penserais ou à quoi plutôt tu aspirerais? Le tourisme de demain, pour être honnête, il me fait peur, mais parce qu'aujourd'hui, le côté consommation a atteint son paroxysme de manière assez effrayante. Et surtout, alors je vais être très pessimiste, c'est peut-être pas le sujet, mais surtout le problème du tourisme, c'est que Airbnb est en train de vider les gens des villes. Et ça, c'est un énorme problème. Et d'ailleurs, j'en veux pas mal à Airbnb pour pas mal de choses, mais en plus, il y a un truc là, ils ont fait à New York que je trouve très bien, c'est qu'ils ont interdit les séjours de moins de 30 jours. Et je pense qu'on devrait faire ça ailleurs. Parce qu'en plus, moi, au début, quand je voyageais sur la durée, je voyageais avec Airbnb, c'était pratique, c'était un peu plus cher, mais c'était pratique. Mais aujourd'hui, il y a un truc qui est hallucinant que j'ai remarqué depuis l'année dernière, c'est qu'en fait, on ne peut plus faire des séjours longue durée. Parce qu'en fait, ce sont en fait, pour les propriétaires, c'est beaucoup plus rentable de louer tous les 2 jours et de facturer des frais de ménage, du ménage qui n'est pas fait en plus. Mais le problème, c'est aussi, il faut aussi que les gens consomment moins et mieux. Mais nous, en tant qu'influenceurs, on a évidemment un rôle là-dedans qui est paradoxal parce que d'un côté, on encourage des gens à découvrir des destinations. De l'autre, du coup, on encourage le tourisme. Donc la clé, en tout cas, moi, dans le tourisme culturel, je me sens pas personnellement responsable de pousser à la consommation parce que c'est pas du tout la même chose que je partage. Au contraire, moi, ce que je montre à ma communauté, c'est d'aller soutenir des lieux culturels qui peuvent parfois être menacés de disparition parce qu'ils ont justement personne, en fait. Ces endroits-là, je parle de petits musées, de choses comme ça qui, en fait, ne sont pas visitées par les touristes. Si on pense à des villes comme Venise, par exemple, parce que Rome, la plupart des musées ont des subventions de la ville, mais Venise, les gens, ils vont pas dans ces musées. Et en fait, il y a personne et puis du coup, ils sont obligés de prêter les œuvres tout le temps, ils galèrent. Enfin, c'est ça aussi le souci, hein. Mais on parle beaucoup de surtourisme, de tourisme de masse, mais on parle très très peu de sous-tourisme, alors que finalement le problème est tout aussi grave. Ouais, en fait, c'est vrai, il y a un surtourisme et un sous-tourisme. Dans le futur, il faut absolument encadrer tout tourisme qui ne rapporte pas directement à la ville par exemple, Venise, c'est un très bon exemple parce que le surtourisme tue Venise et les gens, bon, je crois que ça c'est en train d'être changé parce que je crois qu'ils vont enfin faire une taxe à la journée, mais c'est hallucinant que ce soit pas arrivé avant. Parce que les gens qui dégueulent des bateaux de croisière, ils apportent rien à la ville puisqu'ils ne vont pas dans les musées, ils ne mangent pas sur place.
on peut plus, hein, autoriser des choses comme ça aujourd'hui. Sinon, en fait, c'est risqué de voir disparaître, des choses très importantes. Oui, moi, ce que j'aborde beaucoup sur le podcast, surtout quand je suis avec des influenceurs, des créateurs de contenu, c'est tout ce qui est des questions d'imaginaire et de représentation, à quel point les créateurs de contenu peuvent avoir une certaine responsabilité parce que ils contribuent à créer des imaginaires de voyage. Bien sûr, j'allais justement te parler exactement de cette notion avec un exemple très concret qui m'a fait réfléchir. J'ai eu, un débat avec Bruno Maltor, sur Instagram cet été dans les commentaires parce que, j'ai, dans ma famille, on a des maisons, qui se transmettent de génération en génération, en Normandie, dans un endroit, vraiment paradisiaque que j'ai jamais cité sur Instagram, et cet été, plein de gens de ma famille m'envoient une vidéo de Bruno Maltor et ils m'ont dit: «Tu as vu, tu as vu?» Et en fait, il faisait une vidéo vraiment pas loin du tout, où il disait: «Vous en avez marre du monde à Etretat, venez là, il y a personne». Du coup, moi, je lui ai répondu de manière un peu, agacée. Je lui ai dit: «Bah oui, personne jusqu'à ce qu'un mec qui est suivi par 400 000 personnes décide de faire une vidéo». Et on est rentré dans un débat parce que lui m'a dit: «Mais attends, mais du coup, on fait comment, pour régler le problème d'Étretat?» Parce qu'Étretat, par exemple, c'est un énorme problème, le surtourisme. Encore une fois, un surtourisme qui n'apporte pas grand-chose à la ville, économiquement, surtout des désagréments. Et je lui dis: «En fait, je pense que là-dessus, je peux vraiment te certifier que tu ne te rends pas compte de ce que ça fait. Alors certes, c'est bien, ça fait des clics, ça fait une bonne vidéo, mais quand on est sur des endroits naturels, où il y a en plus aucun commerce, rien qui va bénéficier du tourisme. Dans ce cas-là, il y a une énorme responsabilité à avoir parce que ces endroits-là peuvent être détruits par le tourisme. Parce que concrètement, je lui ai dit après, moi je vois à la fin de l'été, je vois tous les papiers qui sont laissés, les détritus, les machins, parce que les personnes pensent souvent qu'elles sont toutes seules, c'est humain. Mais en fait, si 3000 personnes qui passent par jour pensent qu'ils sont tout seuls, ils se disent: «Ah un papier, c'est pas grave. Ah je suis allé pisser, j'ai laissé, un mouchoir, sur la plage» ou non, en fait, parce que si vous faites tout ça, ensuite ça fait beaucoup plus de monde évidemment, du trafic, ça fait que, par exemple, on peut pas aller je lui disais: «Moi, je peux pas aller voir mon grand-père au cimetière parce qu'il y a des camping-cars qui sont en permanence garés dedans, en train de déjeuner». Ensuite, ça veut dire que, la valeur des maisons augmente, qu'elles sortent des familles. Enfin, en fait, ce sont des conséquences, on n'y pense pas, mais très directes. Et c'est vrai que du coup, évidemment, ça fait penser à la responsabilité. Moi, c'est un truc que j'ai toujours fait attention là-dessus. Évidemment, je suis pas parfaite, hein, mais parce que lui me disait: «Mais et alors, toi, tu parles de Ischia, c'est quoi la différence? Parce que Ischia aussi, il y a le surtourisme». Je lui dis: «Bah oui, bien sûr que Ischia, c'est un problème, mais en fait, Ischia dépend du tourisme aujourd'hui». C'est comme la Grèce, il y a tout ce truc, on en parlait cet été, moi avec les incendies, est-ce que c'est toujours une bonne chose d'encourager le tourisme en Grèce? Parce que clairement, la Grèce n'en peut plus. Le problème, c'est que la Grèce a aussi besoin de ça. Donc Ischia, c'est pas comme un lieu naturel, il faut en fait voir est-ce qu'il y a quand même un bénéfice du tourisme ou pas? Quand il y en a pas du tout, quand au contraire ça détruit, il faut avoir la responsabilité de ne pas en parler. Et il y a plein d'endroits en dehors de la Normandie, parce que là c'est personnel, mais il y a plein d'endroits dont je ne parle jamais, parce que justement j'ai aucune envie que ces endroits, deviennent bon après je pense pas non plus que j'attirerais des tonnes de personnes, mais on a une grosse responsabilité, hein. Mais bon, dans la culture, c'est différent. La nature, c'est délicat et je vais pas non plus, critiquer ceux qui le font parce que je connais vraiment pas ce domaine. Mais dans la culture, diriger les gens dans des musées, c'est pas une mauvaise chose, en fait. Donc je considère que ma responsabilité est plutôt positive là-dessus, en fait. J'ai quand même jamais, déjà participé à la promotion de destinations qui ne sont pas éthiques et j'ai refusé, tous les voyages qui m'ont été proposés ou collaborations qui n'étaient pas éthiques, comme voilà, des destinations comme, Dubaï, l'Arabie Saoudite, des choses comme ça, niet, hors de question. Donc voilà, ça c'est une responsabilité, c'est savoir dire non aussi. Il y a un chercheur, Rémi Knafou, que j'avais eu d'ailleurs sur le podcast, qui parle de ça, donc de qu'est-ce qu'on fait finalement du tourisme? On va pas rediriger vers des gens vers des lieux qui sont déjà surfréquentés.
Mais il y a aussi les lieux sous-fréquentés, donc on pourrait aller rediriger les gens là-bas, mais non, parce que ça peut créer des problèmes là où il n'y en avait pas. Et lui, il parlait d'endiguer le tourisme là où il était déjà, et dans les lieux qui étaient faits pour le tourisme. Donc il disait, il y a des villes, des endroits qui, comme tu disais, qui vivent du tourisme, qui sont faits pour le tourisme, et du coup, lui propose vraiment d'endiguer le tourisme dans ces lieux-là, au lieu de sans cesse aller en ouvrir de nouveaux. En fait, c'est ça qu'il faut, c'est endiguer, le mot est juste. C'est pareil avec les grandes villes. En fait, il faut endiguer dans le sens où voilà, que le tourisme soit dirigé vers des endroits qui en bénéficient et en même temps faire en sorte que ça n'empêche pas les gens qui vivent dans ces villes de vivre correctement. Par exemple, avec Airbnb, des choses comme ça, que ça ne fasse pas exploser le prix des loyers, que les gens peuvent plus se loger, voilà. Ça c'est inadmissible. Par exemple, moi, j'étais là 2 mois à Rome, cet été. J'ai absolument rien posté, rien de rien, parce que en fait, j'étais dégoûtée du surtourisme et je me dis: «Mais moi, en fait, j'ai eu une sorte de ras-le-bol, évidemment que je ferai à nouveau du contenu, mais je dis: J'en peux plus de voir, chaque jour, 35 reels, en mode Dolce Vita, alors que les gens, ils galèrent pour trouver des appartements à cause de ça, quoi. Ça me ça me semblait, mais tellement, hors sol, en fait. Il y a aussi une surconsommation du côté justement, création de contenu. En fait, c'est ça aussi le problème. Là où nous influenceurs, on a un peu, créé un monstre, c'est que du coup maintenant, et c'est ce que je disais aussi à Bruno Maltin, je dis: «Mais en fait, tu vois, dans ta communauté, il y a plein de gens qui vont vouloir faire comme toi». Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils vont en vacances, ils ont envie de jouer aux influenceurs. Du coup, nous, c'est un peu nous qui avons commencé à faire ça, en fait. À se mettre en scène dans des lieux et en plus, moi, je fais partie des premières générations donc ouais, c'est sûr, hein. Et on peut pas en vouloir aux gens de vouloir faire pareil, quoi. Et en fait, c'est important aussi parfois d'arriver à apprécier de nouveau des choses sans les consommer de cette manière. De se dire: «Je vais pas faire de contenu, je vais juste, de ralentir un peu parce que c'est aussi on est tellement noyé d'images, de vidéos, de trucs, enfin et en fait, il y a un problème, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup, en tout cas, je l'observe vachement avec l'Italie. Je suis abonnée un peu, à toutes les pages, qui partagent les reels, des touristes et tout, reels qui me donnent envie de me péter la tête contre les murs tellement j'en peux plus, mais et c'est intéressant à étudier justement de voir, voilà, qu'est-ce que les gens disent et c'est toujours la même chose, en fait. C'est toujours la même chose et c'est fou de se dire, à quel point les gens veulent pas s'inscrire dans une démarche authentique, en fait. Qu'il va falloir absolument se couler dans le moule de: «J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça» et en fait, il y a un truc, c'est vraiment depuis le covid que ça a explosé, ce type de tourisme-là, façon influenceur. On voit par exemple, des restaurants à Rome qui avant étaient, voilà, des restaurants cool, mais là, il y a des files d'attente de 1 heure et je me dis: «Mais comment ça se fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Ce qui s'est passé, c'est justement toutes ces vidéos-là, ces reels postés par des gens, il faut montrer un moment, reconnaître, surtout que c'est des restos qu'on peut reconnaître, genre avec l'assiette ou des trucs comme ça, il faut montrer que tu as été là et en fait, dans la narration, on dit pas du tout, «Tiens, j'ai fait 1 heure et demie de queue pour aller manger des carbonara là». C'est absurde, mais on nage en plein délire, en fait. Et c'est fou, j'étais à Paris il y a pas très longtemps, j'ai été impressionnée du nombre de restaurants qui avaient une façade avec plein de fleurs, etc. Ah quelle horreur! Quelle horreur ces trucs! Oh ça c'est Instagram aussi, mais il y a tu sais qu'il y a limite, des comités qui sont contre les façades, à fleurs parce que c'est tellement une agression visuelle. J'avais vu ça, oui. Ça m'avait fait, ouais, mi-rire, attristé, quoi. C'est horrible, ouais. Mais toi, du coup, tu partages du contenu donc un petit peu différent. Voilà, parce que je me suis dit aussi: «Il faut pas que ça m'empêche de montrer ma propre vision des choses». Mais par contre, c'est vrai que de manière générale, j'essaye du coup de moins regarder Instagram, même si c'est dur parce que cette chose-là, elle nous aspire le cerveau. On n'a pas besoin de voir autant d'images, on n'a pas besoin de voir autant d'être aspiré comme ça dans ce moule, qui en plus nous demande, pour qu'on soit visible par l'algorithme, nous demande de nous conformer
à ce qui se fait, quoi. Mais justement, je voulais te parler de ça, parce que tes réels sont très différents de ceux qu'on voit d'habitude. Les réels, normalement, c'est quelque chose qui doit aller très 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 vite. On n'a plus du tout d'attention. Et toi, tu fais des réels très longs, mais hyper travaillés, magnifiques, comme une vidéo YouTube, mais en format réel. Ouais, bah c'est pour ça que ça marche pas. Ça m'a... Enfin, je trouve ça fou, je trouve ça génial d'un côté, parce que mais tu vas à l'inverse du nivellement par le bas un c'est petit un peu. peu suicidaire. D'ailleurs, YouTube, j'y pense de plus en plus. Le problème, c'est qu'il faut faire 2 montages parce qu'il faut en faire un en horizontal et un donc c'est ça qui me fait un peu peur parce que ça prend déjà tellement de temps, mes montages. Mais c'est sûr que, bah, déjà, voilà, moi-même, je regarde pas de vidéos sur Instagram, longues. Donc déjà, ça veut tout dire. Alors que sur YouTube, oui. Donc je vais finir par le faire, mais c'est très déprimant parce que surtout que là, depuis la rentrée, on en discute beaucoup avec mes collègues dans la culture. En fait, je crois que l'algorithme a encore changé et ils veulent vraiment devenir TikTok. Et du coup, les vieux comptes, déjà, s'en sortent péniblement et moi, je peux pas non plus, faire un nouveau compte. Il y a une fille qui m'a dit ça, une créatrice de contenu il y a quelques jours: «Ah mais tu qu'à faire un nouveau compte». Bah non, en fait, j'ai ça fait 10 ans que je suis là, moi, je veux pas perdre mes archives, ma crédibilité, mon histoire, enfin bon. Et voilà et en fait, donc les vieux comptes galèrent et de l'autre côté, des reels de 10 secondes vont même pas avoir des milliers de vues, mais des millions, en fait. Et vraiment, je vois chez la plupart de mes collègues que les stats se cassent la gueule en ce moment et c'est vraiment rageant parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça fait vachement perdre la motivation quand Mais même. nous, à une plus petite échelle, bien sûr, mais chez Flokéo, on a le même problème, c'est que on a envie de faire du contenu de qualité, des trucs travaillés, plutôt longs, etc. Sauf que ça marche pas, mais on n'a pas non plus envie de faire des contenus courts, pas intéressants, c'est compliqué. Moi, ça fait quand même longtemps que je résiste, donc je continuerai, hein. Je veux dire que Instagram, c'est à la fois mon métier et la chose contre laquelle je me bats depuis à peu près 10 ans parce que j'adorais les blogs, c'était génial, c'était trop bien. On pouvait raconter quelque chose. Puis Instagram est arrivé. OK, super. Bon, bah, et ça fait 10 ans que je me bats contre cette machine. Et je suis fatiguée parfois de me battre parce que j'ai pas envie de déniveler, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de je veux pas, puis surtout, en fait, dans mon milieu, dans la culture, c'est juste impossible. Dans le voyage, on peut faire du 10-15 secondes avec des très belles images. Dans la culture, ça existe, hein. Il y a des comptes qui font des super beaux reels de 10 secondes, hyper, rythmés et tout. Mais c'est pas ça qui il y a pas enfin, c'est une part de la communication, mais c'est pas toute la communication autour d'une expo ou d'un musée. Mais bon, après, voilà, il y a encore des gens qui arrivent à avoir une communauté fidèle sur les statistiques. Moi, je me dis que tant que Margot Brugvin fait des vues hallucinantes sur ses vidéos qui sont toujours très longues, je me dis: «Il y a de l'espoir». Voilà, c'est, le jour où Margot fera plus de bonnes vues, là, vraiment, je me dis: «OK, c'est fini, on va sur YouTube». Bon, bah, j'espère que ça va continuer à marcher assez longtemps. J'espère parce que là, ça fait 2 semaines que je travaille sur une vidéo qui va durer 15 minutes. Donc j'aimerais au moins qu'elle fasse un peu de vues. Je serai là. Merci. Et est-ce que ça t'intéresserait, des reportages à la télé, une série de documentaires sur Arte, par exemple? Bah, moi, carrément, hein. Carrément. J'adorerais faire ça un jour. Parce que là, j'en aurais plus rien à foutre des stats et de l'algorithme. Enfin si, les stats, ça vraiment, c'est évidemment que c'est important, mais l'algorithme arrêtera de me pourrir la vie. Je crois que j'aimerais avoir un jour un punching ball avec écrit Je algorithme comprends. d'Instagram dessus. Donc là, je propose qu'on parle un peu donc de la partie où comment tu rends accessible la culture et l'art grâce à Internet et grâce au voyage. Parce que pour beaucoup de gens, l'histoire de l'art, la culture, le patrimoine, c'est assez poussiéreux, ou c'est compliqué, c'est ennuyeux. Et toi, donc, tu as créé vraiment tout un univers où tu nous transportes dedans pour pour nous donner envie de nous plonger là-dedans. Pourquoi pour toi est-ce que c'est si important de s'intéresser à toutes ces thématiques-là? Comment tu t'y prends un petit peu? Ben, je pense que ma réponse va être un peu décevante, mais c'est pas un truc auquel je réfléchis en fait, c'est naturel.
j'ai pas non plus l'impression d'être hyper accessible et souvent je m'en mords les doigts, mais parce que je trouve que je reste quand même un peu, j'ai vachement tendance à vouloir toujours aller au fond du sujet, à tout ça. C'est des choses qui peuvent peut-être enfin, j'arrive pas à me placer dans la tête du spectateur qui n'y connaît rien. Donc c'est un de mes torts, c'est que parfois voilà, j'aimerais être plus accessible, je n'ai aucune idée si je le suis ou pas, mais enfin, en tout cas, c'est à la fois ma qualité et mon problème, c'est que je ne me pose pas la question de si ça va plaire ou pas. Je trouve que c'est plus intéressant les créateurs du contenu qui créent du contenu avec leur passion que ceux qui essayent tout le temps de rester dans les codes et dans ce qui se fait, parce que souvent après on voit qu'ils se perdent et que ça devient moins intéressant. Enfin, en tant que consommateur, en tout cas, je préfère. C'est l'originalité, oui, c'est sûr, qui fait qu'on se sort du panier parce que, voilà, après, dans chaque milieu, il y a toujours un moment des trends et il y a des gens qui surfent dessus, mais c'est vraiment les trendsetters qui et encore aujourd'hui dans le milieu de la culture, tous les créateurs de contenu culturel sont des gens qui ont un univers incroyable et c'est vrai que là-dessus, on a pas mal de chance, pour ce qui est de la «concurrence» entre guillemets dans les créateurs de contenu culturel. C'est que ce qu'on fait est tellement atypique, demande des compétences tellement précises et ensemble que du coup, il y a peu d'élus, en fait. Parce que il faut, avoir une bonne médiation, il faut avoir une base solide de connaissances ou une passion, il faut savoir, rendre le tout, ludique, attractif, il faut savoir faire, du montage, de la vidéo, de la photo, du son, enfin, voilà, c'est quand même, pas facile, Je quoi. pense qu'on se lance pas dans de la création de contenu culturel si on n'est pas passionné par la culture. Alors qu'un truc lifestyle... Je pense que oui. Alors je pense qu'il faut se lancer, absolument, faut pas que les gens hésitent, faut pas se dire: «Moi je sais pas assez de choses» ou «Je suis pas assez doué». Mais par contre, ouais, non, c'est sûr, mais il y en aura forcément, mais c'est pas par mode, ça sert à rien, en fait. Je te propose qu'on parle un petit peu de tes voyages ou tes recommandations. L'Italie, donc je crois que c'est ton pays préféré, j'avais cru comprendre. Je voulais savoir ce qui te plaisait tant et si surtout tu avais des coups de cœur à nous partager en termes de musées, d'œuvres à admirer ou de villas qui sont moins connus que le Colisée, par exemple. Je pourrais pas t'expliquer déjà pourquoi j'aime l'Italie, c'est une évidence en fait, il y a pas d'explication logique et rationnelle, je me sens bien là-bas. J'adore la culture, la langue, l'art de vivre, l'histoire, la beauté naturelle, les gens, l'état d'esprit, enfin, voilà, je me sens, très italienne d'adoption, tout en restant totalement française, hein, mais et bah, oui, moi j'adore Rome, ça c'est un truc, j'aimerais découvrir un peu plus l'Italie, mais le problème c'est que je vais toujours à Rome, donc il faudrait que je bouge un peu, mais je me sens très bien là-bas et il y a tellement d'endroits que j'aime découvrir, qu'est-ce que je pourrais te dire en coup de cœur? Alors peut-être un coup de cœur récent parce que Rome, c'est plus des choses récentes du coup, parce que il me reste encore évidemment plein de trucs à découvrir, mais pour le moment, j'ai revu les trucs. J'aime beaucoup Naples ces derniers temps. Je commence à me dire que c'est une ville qui me plaît beaucoup parce elle est victime de sa mauvaise réputation. C'est une ville qui est extrêmement généreuse, extrêmement vivante et il faut juste savoir la prendre comme elle est et pas sous des a priori et cette ville, me passionne surtout parce que j'adore le contraste qu'il y a entre son énergie et son côté un peu sombre, morbide, et de l'autre côté les îles qui sont, une merveille de lumière et de sérénité et moi j'aime vraiment beaucoup, Procida, c'est vraiment sublime comme endroit. Il paraît que c'est très, très, très touristique l'été. Bah, moi j'étais en février donc il y avait personne, c'était divin. Ah oui, si, non, remarque, j'étais cet été après aussi, il y avait personne. C'était trop bien. Voilà. Et c'était pas la Grèce que je voulais dire, c'était la Côte d'Azur en fait. La Côte d'Azur, moi, je trouvais que c'était une région très intéressante parce que il y a plein de clichés négatifs, mais il y a aussi un patrimoine culturel et artistique qui est ultra intéressant et très très riche. Et j'ai découvert grâce à toi la Villa Kérilos et la Villa Ephrussi
En fait, je connais bien la Côte d'Azur parce que j'y ai habité un certain temps et je connaissais pas du tout la Villa Kérilos et la Villa Efrusi. Voilà, ça m'a donné vraiment envie. Puis il y a plein d'artistes aussi, il y a Matisse, Chagall, Picasso. Ouais, c'est super riche comme région. Bah, c'est riche tout court d'ailleurs, mais c'est aussi pour ça que là où est la richesse, l'art Ouais. est souvent. Donc c'est grâce à voilà, à tous ces gens qui se sont fait construire ces villas démentes qu'on peut aujourd'hui les visiter. Et quand ils m'ont contactée, j'ai direct pensé que j'allais pouvoir aller voir ces 2 lieux. J'étais trop contente. Je leur ai dit direct: «Il faut qu'on fasse la Villa Kérilos». Genre rêve. C'est exactement le genre d'endroit que j'aime promouvoir parce que si là on parle justement du tourisme culturel éthique, je pense que là, c'est vraiment des endroits où on enfin, on n'est pas du tout dans le surtourisme, au contraire, c'est bien d'y aller, c'est bien de les faire vivre, Et en plus, la Côte d'Azur, ce qui est voilà. intéressant, un peu comme l'Italie d'ailleurs, c'est que c'est un peu les premières destinations touristiques mondiales, puisque c'est là que se rendaient les jeunes aristocrates quand ils faisaient le grand tour au 18e, 19e siècle pour justement s'enrichir de découvertes culturelles. Donc c'est vraiment les prémices du tourisme dans ces lieux. Et après, l'autre grande destination dont je voulais parler avec toi, vu qu'il me semble que tu es parisienne, Ouais. bah, c'était Paris tout simplement. Bah, Paris, il y en a des choses, hein. Voilà, je pense une majorité de Français est déjà allé à Paris au moins une fois et a fait les incontournables. Mais toi, j'imagine que, ben voilà, pareil, tu dois connaître des musées ou des lieux où l'architecture est intéressante ou des lieux insolites moins connus. Et voilà, je sais pas si tu Ah bah, as c'est quelques vraiment, trucs à nous partager. Paris, on a une chance incroyable, après c'est aussi pour ça qu'on on pourra sans doute jamais déménager quand on travaille dans la culture, mais c'est pas plus mal, moi j'adore Paris et non seulement on a des tonnes de musées, de maisons musées, mais en plus on a des tonnes d'expos donc bah, alors dans genre découverte, ça je m'en souviens, alors il est pas ouvert tout le temps, faut regarder, mais je savais absolument pas que ce truc existait, j'étais complètement, mais sur le cul. Le musée Guimet, ils sont propriétaires d'une maison musée qui s'appelle le musée d'Henry, qui appartenait c'était la maison de la collectionneuse d'art asiatique Clémence Henry. Et en fait, sa collection est toujours exposée là où elle l'avait mis à l'époque. Et en fait, c'est dans un hôtel particulier avec des vitrines magnifiques. C'est juste une splendeur totale et absolue et je n'avais aucune idée que ce truc-là existait. Et je pense que personne ne sait que ça existe. Après, je crois qu'il a été fermé pendant quelques temps. Enfin bon. Mais je pense que des lieux comme ça à Paris, il y en a plein en fait. Et c'est bien en fait. C'est vraiment merveilleux de se dire on aura toujours quelque chose à découvrir. Bah, ouais, merci pour le partage. Voilà, le musée d'Henry, E2NERY. Ok, bah je le mettrai en description de l'épisode, je pense. On arrive à la fin d'ailleurs de l'épisode. Je voulais te demander où est-ce que tu t'imaginais dans quelques années, quelles étaient un petit peu les prochaines étapes, si tu sais, si tu as des idées. Hein. Bah, j'espère que je serai pas sur Instagram. Enfin, si. Enfin, non, mais dans le sens où j'espère que je serai pas. Non, c'est pas sur Instagram. J'espère que je serai pas en train de pester contre l'algorithme. Parce que franchement, sinon un jour, le jour où je vais être enterrée, il y aura écrit elle n'a pas aimé l'algorithme sur mon épitaphe. Et franchement, j'aimerais bien que ma vie ne dépende pas de ça. Donc, ouais, je dirais de continuer à avoir la chance de partager toujours mon amour pour la culture, c'est ce que je me souhaite. Et j'espère que j'aurai toujours un public pour cela, où qu'il soit, et que je pourrai continuer à faire des vidéos qui durent 10 minutes. Peut-être même 1 heure, qui sait? J'aimerais trop. J'espère pour toi. Un petit documentaire. Non, moi j'aimerais trop présenter une émission ou un truc comme ça. Ce serait trop bien ça. Ouais, j'avoue. C'est pas mal. Et est-ce que tu as une destination de voyage, de rêve, un endroit où tu n'es encore jamais allé et où tu aimerais trop aller? Ouais, j'adorerais aller à Istanbul. Mmh. Ça fait partie de mon top de destination. Puis évidemment, bah, toute l'Italie, hein, tout ce que j'ai pas vu. Mmh. Ça, c'est aussi. Je les mets toutes sur la liste. Allez. Et je voulais savoir aussi ton mouvement artistique préféré, ton ou tes mouvements. J'adore le 19e de manière générale parce que j'ai une sensibilité particulière pour l'époque, mais non, j'ai pas de mouvement préféré.
Enfin, je m'intéresse toujours beaucoup à la fin 19e et encore qu'il y a des périodes où j'ai envie où j'aime bien d'autres choses. En fait, je suis curieuse de tout et surtout, j'aime pas choisir. Je vois pas les choses comme en hiérarchie, mais plutôt comme une mosaïque, en fait. Et c'est aussi pour ça que c'est bien de faire ce que je fais. Là, d'ailleurs, j'ai une nouvelle, un nouveau format. En vrai, le format, j'en avais déjà fait 2, mais j'avais juste pas trouvé le bon titre. Mais qui s'appelle Fun Fact. Et en fait, c'est un truc où je vais explorer à chaque fois mes obsessions du moment. Et en fait, vous verrez que ça n'a rien à voir à chaque fois en termes d'époque et de trucs, juste des fixettes sur des choses. Et voilà, c'est vraiment il y en a un qui parlait d'une actrice d'Hollywood des années 20, un autre sur un gibet médiéval et un autre sur la patronne de Pigalle dans les années 60. Donc voilà, on est vraiment sur des trucs qui n'ont mais rien à voir. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu couvres un très large spectre. Et donc, on peut te retrouver tout ça sur Instagram. Sur Instagram, je suis aussi sur TikTok, où je ne comprends rien à l'algorithme, mais j'y suis. Et voilà, et pour finir, est-ce que tu as une phrase de conclusion? C'est le moment carte blanche, un message à faire passer. Nique l'algorithme. Quel beau message. Ouais, c'est beau, hein. C'est inspirant, je trouve. Ouais, mais c'est toujours le petit moment inspirant de la fin, donc là, c'est parfait. Vraiment, j'ai fait un podcast de rageuse, là. Au moins, le message est passé. À mon avis, il n'y aura pas des gens qui travaillent sur Instagram qui l'écouteront, mais... Non, de toute façon, ils m'aiment déjà pas. Mais au moins, les auditeurs pourront comprendre, et ça, c'est intéressant, un peu les dessous des créateurs de contenu. Non, mais attends, mais ça, si je peux repartir là-dessus, en fait, les gens ne se rendent pas compte, et quand j'en ai parlé récemment, parce que moi, je parle assez peu de mon travail en dehors du travail, et j'en parlais à des amis il n'y a pas longtemps qui m'ont dit, mais on ne se rend pas du tout compte de l'état de fragilité dans lequel vous êtes. C'est pas l'état, de la fragilité de votre position, parce qu'en fait, même si on pourrait se dire, à des moments, on peut se dire, je viens de faire des collabs géniales avec des rêves, en fait, avec les vraiment, je devrais être au zénith. En fait, le problème, c'est que ce truc de l'algorithme nous met tellement le nez dans la terre, comme ça, là, qu'on se dit, mais demain, tout peut s'arrêter. Et en fait, on est plongé dans un vertige d'angoisse, en fait. Et ça, c'est un truc qu'on a tous en commun, ceux qui font ça, parce que en fait, les gens ne se rendent pas compte. Et je dis pas du tout ça pour dire plaignez-nous, pas du tout. Non, c'est pour expliquer que c'est un truc qu'il faut avoir les épaules solides parce que ça met beaucoup d'angoisse et d'insécurité. Hein. Ouais, même c'est intéressant de voir que le métier de créateur de contenu, c'est pas juste quelque chose de rêve. Et qu'il y a aussi, dans tout métier, il y a... C'est une énorme chance. Enfin, c'est vraiment... C'est aussi pour ça que c'est douloureux, parce que c'est une énorme chance qu'on peut perdre à tout moment, en fait. Oui. Voilà. Et là, on est comme ça, on flippe à chaque fois. Ouais. Alors que moi, par exemple, je devrais me dire, non, cette année, c'est génial, ça fait un peu 10 ans que je galérais, que je trouvais pas trop ma voie, là, ça y est, enfin, j'ai fait des collaborations de rêve, genre, je sais pas, avec l'Office du tourisme d'Italie, par exemple, avec le Petit Palais, je devrais être au zénith, mais en fait, ce zénith, il te dure genre 1 minute, parce que la minute d'après, tu te dis mais ma dernière vidéo, elle a pas marché, et puis il y a tous ces gens qui arrivent, ils font des énormes millions de vues, et puis merde, et machin, et si l'algorithme marche plus, au bout d'un moment, on arrêtera de travailler avec moi, et puis voilà, c'est ce qui se passe dans ma tête au quotidien. C'est pas marrant. Non, mais en vrai, je comprends. Ouais. Avoir un salaire fixe aussi, c'est pratique, quoi. C'est plus chill, mais... Ouais, non, mais c'est sûr. Mais encore une fois, je me plains pas parce que je considère que c'est une énorme chance. Juste l'angoisse de la perdre, en fait. C'est ça qui est... ouais. Merci, en tout cas, pour ce partage, d'avoir partagé les coulisses de ton métier, ta passion pour l'art, tes petites recommandations de destination, ta vision du tourisme aussi. On a parlé de plein de trucs, donc c'était chouette, c'était intéressant. Merci. Merci à toi, Elise. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description.
Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.